Au commencement, il n'y avait pas d'empire, pas de château illuminé, pas de parc où des millions d'enfants et d'adultes se prestent pour retrouver la magie. Il n'y avait qu'un petit garçon qui dessinait sans cesse, un rêveur obstiné, né dans une famille modeste du début du XXe siècle. Cet enfant s'appelait Walter Elias Disney. Personne, pas même lui, ne pouvait deviner qu'un siècle plus tard, son nom deviendrait l'un des plus puissants symboles de la culture mondiale. Aujourd'hui, son héritage dépasse largement le simple domaine du cinéma. Il est devenu un empire du rêve, une machine à fabriquer des histoires et des émotions. Mais derrière la féerie et la magie, l'histoire de Disney est aussi celle de crise, de faillite, de trahison, de paris insensés, de génie artistique et de stratégie industrielle implacable. La question se pose alors, comment une souris, née d'un coup de crayon dans un petit studio de fortune, a-t-elle bâti l'empire de divertissement le plus influent de la planète ? Pour comprendre cette ascension, il faut remonter à l'année 1901 dans un quartier populaire de Chicago. Walt Disney naît dans une famille des modestes. Son père, Elias, est un homme sévère, souvent en proie à des difficultés financières. Sa mère, Flora, incarne davantage la douceur et la stabilité. Walt grandit entouré de ses frères et sœurs dans une ambiance faite de rigueur et de travail. Très tôt, il trouve dans le dessin un refuge contre la dureté de son quotidien. À l'âge de 7 ans, il vend déjà quelques croquis à ses voisins. Mais sa jeunesse n'est pas facile. Son père, souvent malade et incapable de stabiliser les revenus familiaux, oblige ses enfants à travailler dur. Cette discipline forge le caractère de Walt, mais nourrit aussi son envie d'échapper à la monotonie par l'imagination. Adolescent, Walt découvre l'art des caricatures et rêve de devenir illustrateur. Mais l'histoire prend un tournant décisif en 1918, lorsqu'il s'engage dans la Croix-Rouge en falsifiant son âge pour partir en Europe comme conducteur d'ambulance. Là-bas, il ne combat pas, mais il dessine, encore et toujours, sur ses véhicules, sur des carnets, pour ses camarades. Au retour, il décide de se consacrer pleinement à l'animation. Ses débuts Semakiamu sont marqués par des échecs cuisants. Il fonde son premier studio à Kansas City, Love Ogram Films. Mais mal organisé et trop ambitieux, le projet échoue. Walt fait faillite. À ce moment précis, il aurait pu abandonner et choisir une carrière plus stable. Mais l'échec n'est pas la fin pour lui, c'est une école. Avec seulement $40 en poche, il part à Hollywood, la capitale du cinéma, où il espère faire sa place. Là, il retrouve Ub Iwerks, un animateur de talent qui devient son bras droit. Ensemble, ils créent un personnage nommé Oswald, le lapin chanceux. Ce personnage connaît un début de succès, mais un coup dur frappe Walt. Son distributeur, Charles Mintz, lui vole les droits d'Oswald et lui arrache ses meilleurs employés. Pour Disney, c'est une trahison terrible. Mais au lieu de s'effondrer, il décide de rebondir. Il comprend alors une règle fondamentale. Il ne laissera plus jamais ses personnages lui échapper. De cette humiliation naît la revanche la plus célèbre de l'histoire de l'animation, Mickey Mouse. Inspiré par une souris qu'il avait apprivoisée dans son studio, Disney imagine un petit personnage vif, espiègle et sympathique. En 1928, Mickey apparaît dans Steamboat Willie, un court-métrage qui révolutionne l'industrie car il est l'un des premiers à synchroniser l'image et le son. Walt prête lui-même sa voix au personnage. Le succès est instantané. Mickey devient une star mondiale, un symbole d'optimisme dans une Amérique frappée par la Grande Dépression. En quelques années, Disney construit un véritable univers autour de Mickey, Minnie, Donald, Dingo et Pluto. Mais Walt ne veut pas s'arrêter au court-métrage. En 1934, il annonce un projet qui paraît insensé. Réaliser un long métrage d'animation. À l'époque, personne n'y croit. Les critiques parlent de la folie de Disney. On l'accuse de gaspiller son argent. Même sa propre équipe doute. Mais Walt persiste. Pendant 3 ans, ses équipes travaillent sur Blanche-Neige et les 7 nains. L'investissement est colossal. Plus d'1 million de dollars, une somme énorme pour l'époque. S'il échoue, Disney est ruiné. Mais à sa sortie, en 1937, le film est un triomphe planétaire. Le public est bouleversé. Pour la première fois, un dessin animé a fait pleurer des spectateurs. L'industrie change à jamais. Walt Disney devient le roi de l'animation. Ce succès ouvre l'âge d'or de Disney. Dans les années suivantes sortent Pinocchio, Fantasia, Dumbo et Bambi. Chaque film est une prouesse artistique, mais tous ne rencontrent pas le succès commercial immédiat. Fantasia, par exemple, coûte très cher et dérange une partie du public. Pinocchio, lui aussi, déçoit au box-office à cause de la guerre en Europe qui coupe certains marchés. Mais artistiquement, ses œuvres posent les bases de l'animation moderne. Puis, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les studios Disney sont réquisitionnés. Walt accepte de produire des films de propagande pour le gouvernement américain, ce qui permet de maintenir ses employés et de sauver l'entreprise de la faillite. Mais cette période pèse sur lui.
Après la guerre, il relance son activité avec des films comme Cendrillon, 1950, Alice au pays des merveilles, 1951, Peter Pan, 1953 et La Belle au bois dormant, 1959. Ces classiques consolident de l'héritage Disney, mais Walt a déjà une autre idée en tête. Il rêve de bâtir un lieu où les familles pourraient de vivre la magie de ses films. En 1955, Disneyland ouvre en Californie. Le projet est accueilli avec scepticisme, certains médias parlant même de folle lubie. Mais dès son ouverture, le succès est phénoménal. Des millions de visiteurs affluent. Walt n'a pas seulement inventé un parc d'attractions, il a créé un monde parallèle où la fiction devient réalité. Dans les années 60, il prépare un projet encore plus ambitieux. Epcot, une ville futuriste qui mélangerait innovation technologique et communauté idéale. Mais en 1966, Walt Disney meurt d'un cancer du poumon. Il avait 65 ans. Sa disparition plonge l'entreprise dans l'incertitude. Beaucoup pensent que Disney ne survivra pas sans son créateur. Les années 70 et 80 sont difficiles, les films rencontrent moins de succès. L'entreprise semble dépassée. Certains financiers tentent même de racheter Disney pour la démembrer. Mais l'arrivée de Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg change la donne. Ils modernisent les studios, relancent l'animation et transforment Disney en une machine industrielle et culturelle. C'est la renaissance Disney. Entre 1989 et 1999 sortent La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Mulan et Tarzan. Ces films deviennent des classiques instantanés. Le Roi Lion, notamment, explose tous les records et devient une référence mondiale. Disney ne se contente plus de l'animation. L'entreprise rachète des studios, s'étend dans les médias, crée Disney Channel et se diversifie. Dans les années 2000, elle frappe encore plus fort avec des acquisitions stratégiques. En 2006, Disney rachète Pixar, le studio derrière Toy Story et Le Monde de Nemo. En 2009, c'est Marvel qui rejoint l'Empire. En 2012, Disney s'offre Lucasfilm et la saga Star Wars. En 2019, c'est au tour de la 21st Century Fox. Chaque rachat élargit le pouvoir de Disney, qui devient le maître incontesté du box-office mondial. Mais la domination de Disney suscite des critiques. Certains accusent l'entreprise de tuer la diversité culturelle et d'imposer un monopole sur le cinéma. Les polémiques éclatent sur la représentation des minorités, sur le traitement des employés, sur les choix créatifs parfois jugés trop commerciaux. Malgré tout, Disney continue de séduire. Le lancement de Disney+ en 2019 confirme son pouvoir. En quelques années, la plateforme conquiert des dizaines de millions d'abonnés. Aujourd'hui, Disney n'est plus seulement une société de divertissement, c'est une puissance culturelle. Ses films façonnent l'imaginaire collectif. Ses parcs attirent des millions de touristes. Ses produits dérivés envahissent les foyers. Ses personnages sont immortels. Derrière la magie, il y a eu des échecs, des crises et des sacrifices. Mais ce qui reste, c'est une évidence. Disney est devenu un langage universel. Alors, comment une souris est-elle devenue un empire? Grâce à la ténacité d'un homme qui refusait d'abandonner, grâce à des innovations qui ont toujours devancé leur temps et grâce à une vision qui a transformé des rêves en réalité. Aujourd'hui, Disney est un miroir de notre société. Parfois critiqué, souvent adoré, mais toujours incontournable. Et si son histoire nous enseigne quelque chose, c'est que les plus grands empires naissent souvent d'une idée minuscule. Une souris, un rêve, et la conviction qu'aucun obstacle n'est insurmontable. Le cinéverse vous a raconté l'histoire, mais la magie, elle, continue de s'écrire.